Bonjour à tous et bienvenue à l'émission d'aujourd'hui. Nous sommes rejoints par Gerald Celent, auteur, économiste et également spécialiste des prévisions de tendance. Vous êtes d'ailleurs le fondateur du Trend Journal. Alors que le monde traverse d'immenses bouleversements, il est important de reconnaître le lien entre la géopolitique et l'économie. Et il est donc impératif de cartographier les tendances avec précision. Le Trend Journal a d'ailleurs un excellent historique en matière de prévision depuis des décennies. Avant de commencer, je souhaite vous faire part de cette offre du Trend Journal de Gerald Celent, qui vous permet de bénéficier d'une réduction de 10% sur l'abonnement au Trend Journal. Il vous suffit d'entrer le code GLEN, G-L-E-N, et j'ajouterai également cette information dans la description. C'est donc un plaisir de vous retrouver dans l'émission. Merci de m'avoir invité, et encore une fois en dollars américains, cela revient à environ 2,50 par semaine. Voici le New York Times de ce dimanche. Il se présente comme le journal de référence. Moi, je les appelle le papier toilette de référence. Voici la section économique. Elle coûte 6 $ par jour. Édition du week-end, édition du dimanche pour le New York Times. Voici la une de la section économique. Une grande photo stupide. Et rappelez-vous, section économique. J'en parle parce que c'est le déclin du journalisme. C'est fini. Ce sont des prostituées. Ce sont des putes médiatiques. Ils sont payés pour se vendre par leurs proxénètes d'entreprise et les macros du gouvernement. Ce sont des prostituées. Rappelez-vous, c'est la section économique. L'équipe d'influenceurs de la Varsity, une initiative à l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, vise à transformer ses étudiants athlètes en stars des réseaux sociaux. Voilà l'article. Quel rapport avec les affaires? Oui. Voilà ce que vous obtenez quand vous écoutez. Rien. Rien, rien, rien. Les médias ont disparu. Aux États-Unis, le sale type, je l'appelais comme ça quand il se présentait à la présidence en 1992, le petit Billy Clinton, Slick Willy. Chaque fois qu'il se faisait prendre la main dans le sac, c'était des bombes sur Bagdad. Ce petit garçon arrogant, qui n'était personne, mais qui est maintenant multimillionnaire. Ce type-là, oui. Je n'ai pas eu de relation sexuelle avec cette femme, Monica Lewinsky. Non, elle m'a juste rendu service, vous voyez. Ce petit minable. J'en parle à cause du déclin du journalisme. La loi sur les télécommunications de 1996, signée par Clinton, il y avait des milliers de journaux indépendants, de stations de radio et d'émissions de télévision. Des milliers. Il a déréglementé tout ça. Maintenant, 6 entreprises contrôlent 92% des médias américains. Alors, avalez la fruitande, parce que c'est tout ce que vous rêvez. So swallow the propaganda because that's all you're getting. Je pense que c'est une description très précise. C'est assez incroyable de voir combien il y a de chaînes médiatiques et à quel point il y a peu de différence entre elles. Mais j'imagine que la grande nouvelle cette semaine, c'est que, après que Trump a été élu sur un mandat de paix, il devait mettre fin à la guerre en 24 heures. Il a finalement fallu prolonger ce délai à 100 jours. Cependant, cette semaine, il a maintenant obtenu l'accord sur les minerais avec les Ukrainiens et il leur vend désormais des armes. Donc, non seulement il devient un nouveau Biden, en rejoignant cette guerre contre la Russie, en se battant jusqu'au dernier Ukrainien, mais il fait aussi du chantage aux Ukrainiens et il réussit dans ce domaine. Que pensez-vous que cela signifiera pour l'économie et, je suppose, la géopolitique mondiale? Je fais ça depuis 45 ans. Jamais de ma vie je n'ai été aussi inquiet pour l'anéantissement de la race humaine à cause d'une guerre nucléaire. Tu as mentionné ce que fait Trump. Et que dire de ce petit prétentieux arrogant, le nouveau président, ou plutôt chancelier, pardon, de l'Allemagne, Merz. Quel était son dernier poste? Ah, il vient de BlackRock? Ah oui, ce groupe qui rachète tout, dirigé par un think tank. On ne peut pas inventer ça, un petit gars de think tank. On augmente
On va s'endetter de 1000 milliards de dollars pour renforcer l'armée. Ah, on va aussi faire un peu de réparation d'infrastructures. 1000 milliards de dollars, les pays nordiques, plus d'argent pour la défense. Oui, le Royaume-Uni, les pays européens, la plupart d'entre eux augmentent leur budget de défense. Maintenant, revenons à l'Allemagne. 2 années de récession. 2 années de récession. Ils vont entrer dans une nouvelle récession cette année et vous augmentez le budget militaire? Ah oui, ça va relancer notre économie. Non, c'est pas le cas. Les bombes et les missiles, cela ne profite pas à l'économie. Ça ne profite qu'aux poches du complexe militaro-industriel. Les économies progressent lorsque la production manufacturière augmente et que les gens achètent les produits. Personne n'achète ces produits. Ils intensifient cette guerre. D'ailleurs, c'est pour cela que le prix de l'or augmente. Ils vont tout faire pour que la guerre en Ukraine continue. Et cela signifie soit bombarder une centrale nucléaire, organiser un faux drapeau, bombarder plus profondément à l'intérieur de la Russie, comme frapper Moscou, faire exploser encore plus de dépôts de pétrole, faire tout ce qu'ils peuvent pour continuer à faire monter l'escalade de cette guerre. Et souvenez-vous, on ne peut pas inventer de telles conneries à moins d'être un abruti comme les crapules qui dirigent le monde. Ils s'inquiètent d'une invasion de l'Europe par la Russie. L'Allemagne dit ça. Ah, vous voulez dire l'Allemagne, opération Barbarossa, Seconde Guerre mondiale, qui a tué plus de 25 millions de Russes? Ah, on n'en parle pas. Et les Russes vont attaquer? Après ce que vous leur avez fait? Vous aimez la Seconde Guerre mondiale? Vous aimez la Première Guerre mondiale? Heil Hitler, Heil Merz, d'accord? Et puis il y a ce qui se passe là-bas en Iran. Nous avons dit, lorsque Trump est sorti en affirmant qu'ils allaient conclure un accord avec l'Iran sur leur développement nucléaire, que c'était un gros mensonge. C'est encore une mise en scène, tout comme il a menti à propos de l'accord de paix en Ukraine et de l'accord de paix en Israël. Ce qu'ils font, c'est préparer le terrain pour dire que l'Iran ne respectera pas l'accord nucléaire et qu'Israël et les États-Unis vont attaquer l'Iran. C'est notre prévision. Et quand cela arrivera, ce sera le début de la fin de la vie sur Terre parce que cette situation va continuer à s'aggraver. Encore une fois, qu'est-ce que Trump vient de faire l'autre jour? Voyons, je l'avais ici il y a une seconde. Trump dit que tout pays qui achète du pétrole à l'Iran ne sera pas autorisé à faire des affaires avec les États-Unis. Attendez une minute, vous êtes en train de négocier la paix avec eux, et vous faites ça. Donc c'est sérieux ce qui se passe. Quand tout le reste échoue, ils vous emmènent à la guerre, et l'économie mondiale est en train de s'effondrer. Qu'est-ce qui a suivi la Grande Dépression? La Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qui a suivi l'explosion de la bulle Internet? La guerre contre le terrorisme. Et maintenant l'économie s'est effondrée. Regardez ce qui s'est passé. Une croissance négative du PIB aux États-Unis. Et Trump débite des absurdités en disant que ce sont les 100 meilleurs jours de n'importe quel président en fonction. Je veux dire, comment peut-il dire ça? Eh bien, il peut dire tout ce qu'il veut. Je suis le président, je fais ce que je veux. Quel sens donnes-tu à la position des Alliés également? Parce que non seulement cela intensifie ou prolonge la guerre contre la Russie, mais en plus, comme tu l'as dit, cela menace l'Iran, en essayant de briser son économie tout en menant des négociations. Mais on observe aussi des tensions avec les Alliés, étant donné l'utilisation des tarifs douaniers par Trump, non pas tant pour stimuler l'économie industrielle, mais plutôt, je suppose, pour faire du chantage. Ou comme l'ont dit les Japonais, il s'agit d'extorsion. On entend donc un langage que les Japonais n'avaient pas vraiment utilisé contre les Américains depuis des décennies. Au contraire, ils qualifient désormais l'Amérique d'extorqueuse à cause de la manière dont elle essaie d'imposer un nouvel accord.
Alors qu'ils subissent des pressions pour conclure un nouvel accord, les Japonais font remarquer qu'ils ne comprennent pas ce que les États-Unis attendent réellement. Les exigences ne cessent de changer. Qu'est-ce qu'on essaie exactement de leur extorquer? Il y a beaucoup de confusion au sein de toutes ces manœuvres d'intimidation. Selon vous, comment cela va-t-il évoluer? Car désormais, au lieu que le Japon se retourne contre la Chine, il réalise qu'il pourrait avoir besoin de la Chine comme partenaire alternatif pour diversifier leurs relations si les États-Unis deviennent plus imprévisibles. Pensez-vous qu'il ne s'agit que d'une tactique de négociation de la part des Japonais, ou pourrait-il réellement opérer un virage pour tenter d'améliorer leurs liens avec les Chinois? Je pense qu'ils vont essayer d'améliorer leurs relations avec les Chinois. Les Chinois sont 1,4 milliard. Les États-Unis, 347 millions. Avec qui allez-vous faire plus d'affaires? Et quand on parle de chantage, c'est très important. Tout le monde peut vérifier ça sur Google. Comme je le dis, quand tout le reste échoue, ils vous entraînent dans une guerre. Et encore une fois, la Grande Dépression était en cours et la Seconde Guerre mondiale a suivi. Cherchez sur Google. Franklin Roosevelt saisit tous les avoirs japonais. Vous parlez de chantage. History Today, média traditionnel, 26 juillet 1941. Le président Franklin Roosevelt saisit tous les avoirs japonais en Amérique. Vous savez pourquoi? Ces sales Japonais ont envahi l'Indochine française. Attendez une minute. L'Indochine française? Qu'est-ce que les Français faisaient au Laos, au Cambodge et au Vietnam? What the hell are the French doing in Laos, Cambodia and Vietnam? They have no right being there. Oh, we're the French. Oui, j'ai le droit d'être là. Ah, nous sommes les Français. Ah, j'ai oublié l'Algérie, le Maroc. Nous volons et pillons de toutes les manières possibles, comme les Anglais et tous les autres. Les Indes orientales néerlandaises. Qu'est-ce que les Néerlandais font en Indonésie? Ah, nous volons, pillons, saccageons aussi. Et le Royaume-Uni? Ah, la Grande-Bretagne, où le soleil ne se couche jamais sur l'Empire britannique. Nous massacrons des gens partout dans le monde. Les trois ont imposé des sanctions au Japon, coupant les 3/4 de leur commerce et 88% de leur pétrole. Ils importent 100% de leur pétrole. On ne comprend pas pourquoi ils ont bombardé Pearl Harbor. Revenons à la guerre en Ukraine. Vous allez commencer à voir la même chose se produire. Ils vont intensifier tout ça. Nous avons des maniaques aux commandes. Encore une fois, regardez ces petits riens, des petits garçons insignifiants. Un petit Macron avec un zizi s'il en a un, encore plus petit que ça. Le petit rien Starmer là-bas au Royaume-Uni. Et pourquoi ne pas ajouter un F et un C à ce UK, hein? Trump, complètement fou, arrogant, narcissique. Oh, et avant lui, on avait Biden, mort en face de vous. Un clown après l'autre dirige le monde. Oh, et j'ai oublié Netanyahou, meurtrier de masse au premier degré. Génocide sous les yeux de tout le monde. Prenez le Wall Street Journal, prenez le New York Times. Pas un mot sur le meurtre quotidien de 40, 50, 100 Palestiniens chaque jour. Pas un mot sur le bombardement de Gaza réduit en ruines. Not a word about the bombing of Gaza into ruins. Not a word about cutting off all their energy, their... Pas un mot sur la coupure totale de leur énergie, de leur nourriture, de leur fourniture médicale. Pas un mot. Ah, et maintenant, des bombes sur la Syrie. Oui. Article, juste pour vous donner le contexte, tiré de Israël lance un avertissement de frappe aérienne en Syrie. Financial Times, 1er mai. Benjamin Netanyahou a annoncé hier que les forces israéliennes avaient frappé ce qu'il a qualifié de groupe armé se préparant à attaquer une communauté juive près de Damas. Où diable êtes-vous pour faire cela? Ah, Netanyahou. Je suis censé croire les conneries qui sortent de la bouche de ce meurtrier génocidaire. Ils bombardent le Liban, violant le cessez-le-feu, détruisent des zones entières. Ils intensifient cette guerre. Cela revient au prix de l'or. J'ai commencé à acheter de l'or en 1968. C'était soit 180, soit 360 $ l'once. J'ai suivi ça, j'ai fait ça toute ma vie d'adulte. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ce qui se passe maintenant. Jamais, 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 jamais. Never, never, never.
Never. C'était justement ma prochaine question. Il ne s'agit pas seulement de l'or, mais aussi de l'argent. On observe des mouvements, disons, inhabituels. Comment peut-on expliquer ce qui se passe sur le marché de l'or, mais aussi sur celui de l'argent? Parce que oui, je n'ai pas vraiment suivi l'or. J'ai commencé à m'y intéresser vers 2007 et 2008, mais je sais qu'avant cela, la croissance était encore plus forte. Mais ce que nous voyons actuellement est vraiment sans précédent. Comment expliquez-vous de tels mouvements aussi importants? Je vous le dis, c'est la géopolitique et l'économie. Encore une fois, on parle de l'Allemagne. C'est la troisième plus grande économie du monde. Ils sont en récession. L'Inde, vous voyez que la bourse est en baisse. Oh, que font-ils maintenant? Ils intensifient une guerre contre le Pakistan. Le Pakistan a nié avoir quoi que ce soit à voir avec le dernier massacre qui a eu lieu il y a quelques semaines. Quand tout le reste échoue, ils vous emmènent à la guerre. L'Inde, les gens achètent de l'or. La Chine, oui. Il y a encore un article du Financial Times, je crois que je l'ai ici, à propos des investisseurs chinois. C'est encore du 1er mai. Se rue sur les ETF or à un rythme record. La chasse à la valeur refuge. Donc l'argent va suivre. L'argent suit l'or. Vous savez, j'ai acheté de l'argent en 2011. C'était environ 40 $ l'once. Et maintenant, on parle de 32, 33 $. Mais la réalité, c'est qu'avec l'or, par exemple, vous avez une bague en or ici, et qu'est-ce qu'il en advient? Peut-être qu'on la fera fondre si on veut en faire autre chose. Pas l'argent. L'argent se trouve dans chaque pièce de technologie. Quand la technologie meurt, on l'enterre. On ne fait pas de réserve d'argent. C'est très important. L'argent est très utilisé dans la haute technologie et l'industrie lourde. Donc, on voit les prix de l'argent augmenter en même temps que ceux de l'or. L'or, nous prévoyons que le prix de l'or pourrait facilement atteindre 4 000 $ l'once cette année. Encore une fois, avec Trump, on ne sait jamais ce qu'il va dire. Il a dit, « Je vais mettre fin à la guerre en Ukraine en 24 heures si je suis élu. Je vais y mettre fin avant même d'entrer en fonction. Je vais y mettre fin en 100 jours. » On a dépassé les 100 jours. Et maintenant, comme vous l'avez mentionné, ils viennent de conclure un accord et d'envoyer plus d'armes pour que ça continue. Et encore une fois, il a dit qu'il allait conclure un accord de paix, un accord nucléaire avec l'Iran. Et il fait le contraire. Ma plus grande inquiétude, encore une fois, c'est qu'Israël et les États-Unis entrent en guerre contre l'Iran. Cherchez l'option Samson, S-A-M-S-O-N. Israël dit que s'ils sentent qu'ils sont en train de perdre, ils utiliseront l'arme nucléaire. Et ils possèdent entre 200 et 400 ogives nucléaires. Oh, mais l'Iran ne peut même pas développer de centrales nucléaires. Mais bon, nous sommes Israël. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Nous sommes le peuple élu. Et as-tu entendu ce que l'ancien sénateur américain Norm Coleman a dit la semaine dernière? Il a dit, regarde Norm Coleman, les maîtres de l'univers, ce sont les Juifs. Et on nous dit qu'il faut arrêter tous ceux qui s'opposent à ce que fait Israël. Oh oui, je ne suis qu'un petit rital du Bronx. À qui tu parles? C'est pour ça. Et encore une fois, comme je le dis, 3 de mes 4 dernières petites amies étaient juives. Les gens que je remercie chaque jour quand j'étais gamin. Monsieur et Madame Singer, Monsieur et Madame Rosenblatt, Al Balot et Berfenstein. Certaines des plus grandes personnes de ma vie ont été juives. Ça n'a rien à voir avec les Juifs. Comme pendant la Seconde Guerre mondiale, on ne détestait pas tous les Allemands. On ne détestait pas tous les Italiens. Mais c'est ce qui se passe avec cette guerre. Et ça ne fait qu'empirer une situation déjà mauvaise avec le génocide que commet Israël. Quels sont, selon vous, les scénarios possibles à partir de là? Parce que Israël connaît de profondes divisions qui ne cessent de s'aggraver, et les guerres qu'il mène actuellement contre de plus en plus d'acteurs extérieurs,
ne se passe pas bien. Et comme vous le dites, si la situation devient vraiment catastrophique, ils ont l'option nucléaire. Mais ils ne reculent sur aucun front. En fait, l'effort pour entraîner l'Amérique dans une guerre contre l'Iran, c'est assez fou que ce soit réellement ce qu'ils souhaitent, même si cela conduirait probablement aussi à leur propre destruction. Mais voyez-vous des scénarios dans lesquels Trump pourrait réussir à calmer la situation au nom d'Israël et éviter que nous ne finissions en guerre? No. No, look at his cabinet. Non. Look at that little clown boy playing the defense Non. secretary. Regardez son cabinet. Regardez ce petit clown qui joue au secrétaire à la défense à Gale. Un petit crétin qui fait des pompes pour montrer à quel point il est dur. Un petit crétin, un ancien clown de Fox News, notre secrétaire à la défense. Qu'a-t-il dit aux Houthis? Oh, l'Amérique a bombardé, quoi, plus de 800 frappes aériennes contre le Yémen, et il accuse l'Iran de soutenir les Houthis, et il menace l'Iran. Il l'a fait la semaine dernière, ou cette semaine. Il les menace. Oh, les États-Unis et l'Arabie Saoudite, qui ont tué plus de 500 000 personnes au Yémen lorsqu'ils ont lancé la guerre en 2014 sous le lauréat du prix Nobel de la paix de pacotille, Obama. Encore une fois, regardez ce que font les Houthis en ripostant, et il s'agit d'un tout petit pays insignifiant. L'Iran est très avancé, militairement, technologiquement, scientifiquement. Il y a 91 millions de personnes là-bas. Contre quoi, environ 8 millions de Juifs en Israël. Ils sont très avancés, et ils ont renforcé leur armée, sachant que cela allait arriver. Et encore une fois, revenons à ce qu'a fait Trump lorsqu'il a mis fin à l'accord nucléaire lorsqu'il était président. C'était un accord nucléaire qui avait été signé, et tous les inspecteurs disaient que l'Iran ne fabriquait pas d'armes nucléaires. Mais qu'a dit Trump? Voici ses propos. Laissez-moi les retrouver en une seconde. Il a déclaré: tout pays ou toute personne qui achète ne serait-ce qu'une petite quantité de pétrole ou de produits pétrochimiques à l'Iran sera immédiatement soumis à des sanctions secondaires. Ils ne seront pas autorisés à faire des affaires avec les États-Unis. Il poursuit, encore une fois, ceci provient directement de CNBC, Trump a également entamé des négociations avec l'Iran le mois dernier au sujet de son programme nucléaire. Son administration pense que l'Iran tente de développer des bombes nucléaires, une allégation que Téhéran a démentie. Non seulement Téhéran a nié cela, mais les inspecteurs nucléaires affirment qu'ils ne le font pas. Mais ce n'est pas grave. Les faits n'ont pas d'importance. Nous allons vendre les mensonges. Le ministre iranien des Finances, s'est tiré de l'agence de presse iranienne, a déclaré que les nouvelles sanctions auront un impact négatif sur l'avancement des négociations. Bien sûr, vous êtes en train de négocier, et maintenant vous leur imposez des sanctions. Oh, et au fait, savez-vous qui achète le pétrole iranien avec lequel Trump dit que vous ne pouvez pas faire affaire? La Chine. La Chine. Trump is saying he can't do business with China. Donc oui, avec la guerre en Ukraine, le Moyen-Orient en feu, la guerre économique avec la Chine et, je suppose, les problèmes sociaux et la polarisation politique aux États-Unis, où les gens placent-ils leur argent aujourd'hui? Où est le pari sûr? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de raisons d'être optimiste en ce moment. Est-ce que ce sont seulement les métaux précieux, l'or, l'argent, dans lesquels les gens se réfugient? Nous l'avons dit lorsque Trump a été élu. Nous avons dit que le Bitcoin et certaines crypto-monnaies allaient grimper parce qu'il a reçu plus de 100 millions de dollars du club crypto. Et c'est le même Trump qui détestait la crypto lorsqu'il était président. Mais maintenant, son fils s'y implique. C'est un grand club et vous n'en faites pas partie, comme l'a dit George Carlin, un grand humoriste américain. Écoutez, je parle des affaires en cours. Regardez les accords de Trump qui se passent. La construction de Trump Tower en Arabie Saoudite, au Qatar,
Je veux dire, regardez ce qui se passe partout. Ils font des affaires partout, sous les yeux de tout le monde. Son fils prend la parole lors d'une conférence sur la crypto. Donc ça va monter. Il ne s'intéresse qu'à l'argent et au pouvoir. C'est juste sous les yeux de tout le monde. Le président des États-Unis ne se soucie pas du peuple. Il ne se soucie que d'eux-mêmes. Les gens appellent ça un gouvernement. C'est un syndicat du crime dans pratiquement tous les pays. C'est un syndicat du crime. Je suis arrivé à Dubaï la semaine dernière, en fait, pour une réunion, et il m'est venu à l'esprit, eh bien, cela n'aurait pas dû me surprendre, mais j'ai tout de même trouvé cela étrange, que pendant le vol, alors que nous atterrissions, ils ont diffusé une publicité pour un hôtel Trump déjà construit aux Émirats arabes unis. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser qu'il devait y avoir ici des intérêts contradictoires dans lesquels je devrais m'impliquer, mais c'est le cas, et c'est pourquoi aucune des nations arabes ne riposte. La grande ironie, les nations arabes ne s'opposent pas à ce qu'Israël fait au peuple palestinien. Tout tourne autour de l'argent. Ils s'en moquent complètement. Ils font tous des affaires avec le président. Au fait, Trump veut transformer Gaza en une riviera méditerranéenne. Le Trump dont le gendre, Jared Kushner, nous en avons parlé dans le Trends Journal en mars 2024, a dit que c'était un terrain en bord de mer très précieux et que les Palestiniens devraient être repoussés dans le désert du Negev. Oh, et Netanyahou, quand il venait en Amérique, logeait chez la famille de Jared Kushner. Voilà, non? Comme je l'ai dit, c'est un grand club. C'est un syndicat du crime. Il est assez remarquable que l'on puisse regarder le génocide horrible en cours et que la solution soit, comme l'a dit Trump, de créer une zone de liberté en procédant à un nettoyage ethnique de chaque homme, femme et enfant à Gaza. Et ensuite, il en parle en termes de valeur immobilière. Pour en faire, je ne suis pas sûr du terme exact qu'il a utilisé, la Riviera française du Moyen-Orient, je crois. C'est tout de même extraordinaire de penser à un conflit d'une telle gravité en ces termes. Mais avec Trump, tout finit toujours par l'argent, vous voyez. Parce qu'il semblait pendant la campagne qu'il avait une sorte d'aversion apparemment sincère pour la guerre. Il n'arrêtait pas de dire à quel point la guerre au Yémen était inutile, à quel point la guerre en Ukraine était inutile. Mais le voilà qui bombarde le Yémen, alors que quelques mois plus tôt, il disait que c'était une énorme erreur. Et bien sûr, il envoie maintenant aussi des armes en Ukraine. Donc, était-ce là toute la profondeur de sa réflexion? Il n'y avait rien derrière? Ou comment voyez-vous cela? C'est un menteur. Tout ce qu'ils veulent, c'est gagner la campagne. Comme tous les politiciens, ils mentent pour arriver au pouvoir. J'avais l'habitude de diriger des campagnes politiques dans le comté de Westchester, le comté le plus riche d'Amérique. J'étais l'assistant du secrétaire du Sénat de l'État de New York. J'ai conçu et enseigné un cours intitulé « Politique américaine et technologie de campagne ». Je devais diriger des campagnes politiques. Je l'ai enseigné à l'université St. John's. J'étais de l'autre côté. C'est pour ça que je sais ce que je sais. Et je suis parti parce que c'est une bande de minables, des petits arrogants, des garçons et des filles sans courage, des petits clones sans tripes. Quand tu les affrontes en face, comme on dirait dans le Bronx, ils ne savent plus s'ils doivent pisser ou chier. Oh, ne me parle pas comme ça. Oui, non, tu me parles pas comme ça. Ce sont des lâches, sans tripes, de petits arrogants pathétiques. Voilà le système politique dans un pays près de chez vous. Et c'est bien le mot « pays » pour que ce soit clair. Tout ce qu'ils font, c'est mentir pour accéder au pouvoir. Je ne sais pas si je te l'ai dit la dernière fois que je suis passé, mais j'ai déjeuné avec le frère de Donald Trump en 2017. Je suis ici à Kingston, dans l'État de New York. De l'autre côté du fleuve, l'Hudson, à l'est d'ici, il y a un endroit qui s'appelle Wassaic, une petite ville.
Et le frère de Trump y avait un restaurant qu'il aidait à gérer. Bref, j'ai passé 3 heures avec lui. He's helping us. Anyway, I was with him for 3 hours. The brother died, by the way, since then. Le frère est mort d'ailleurs depuis. Il a dit que lorsque leur père est mort, le père de Trump est mort, il a laissé à la famille plus d'1 demi-milliard de dollars en valeur immobilière. $1 demi-milliard. Trump n'est rien d'autre qu'un héritier, un gamin pourri gâté par papa. D'accord? Il n'a pas réussi par lui-même. Atlantic City a été un désastre pour lui. Il a tout perdu, un échec après l'autre. Encore une fois, il a réussi grâce à tout l'argent qu'il a reçu, aux relations et à l'histoire. J'ai le même âge que Trump, environ 68 ans. Quand j'étais enfant, j'ai grandi dans le Bronx. Vous savez, je suis né juste après la guerre. Ils ne pouvaient pas me contrôler. Ils disaient, « Petit salaud, on va t'envoyer à l'école militaire. » C'était la plus grande menace. « Je serai sage, je serai sage. » Tu crois que je vais aller à l'école militaire, m'habiller en uniforme, me lever à l'aube, me coucher à heure fixe? Et ma mère, que Dieu ait son âme, une grande Italienne qui trouvait toujours de quoi manger, je vais manger cette saloperie? Trump était tellement narcissique qu'ils l'ont envoyé à l'école militaire. Cornwall, New York, c'est à environ 30 minutes au sud d'où je suis, au milieu de nulle part. Imagine être adolescent au milieu de nulle part, habillé en uniforme militaire, manger de la mauvaise bouffe, se lever, se coucher à heure fixe et recevoir des ordres toute la journée. Voilà à quel point il est narcissique. En tout cas, Gerald Celente, merci pour votre temps, c'est toujours très intéressant. Merci. Merci.